pour son jubilé d'or, la reine Elisabeth va se prêter à une fête très rock dans les jardins de Buckingham où elle accepte de monter sur scène. C'est quelque chose qui aurait été inimaginable 3 décennies plus tôt. La plupart des stars de l'époque sont là et on voit la reine qui salue Rod Stewart, Tom Jones, Paul McCartney. Et il y a ce moment où le prince Charles remercie sa mère pour son sens du devoir. Il la présente en disant « Votre Majesté, maman ». Personne ne s'attendait vraiment à voir la reine se mettre à swinguer. C'était plus de l'âge de William et Harry, de la jeune génération. Mais bien sûr, une fois encore, elle fait ce qu'on lui présente comme nécessaire. Elle a appris qu'il faut qu'elle bouge avec le temps. Il faut qu'elle épouse l'époque moderne. Elle ne peut pas rester la reine de 1952. J'invite tous les Français. I have a dream. Boop-boop-bidoo. That's one small step for man. But it was not succeed. We did it! 3 mois après la mort de Diana, Elisabeth II et le prince Philippe célèbrent leurs noces d'or. Ils sont invités à un grand banquet organisé par Tony Blair. Elisabeth II fait un discours et on sent qu'elle a changé. Il y a quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle reine. Think what we would have missed if we had never heard the Beatles, never have watched television, used a mobile phone, or surfed the net. Or, to be honest, listened to other people talking about surfing the net. Bien sûr, les leçons ont été tirées de la mort de Diana, et très rapidement. La reine a montré une volonté nouvelle de parler avec émotion, de laisser percer ses sentiments. You, Prime Minister, were born in the year of my coronation. And as one working couple to another, Prince Philip and I hope that on the 29th of March 2030, you and your wife will be celebrating your own golden wedding. Pour la dernière partie de son règne, la reine Elisabeth, d'une certaine manière, a fait ses preuves. Et elle peut se permettre de jouer avec les codes monarchiques de façon beaucoup plus légère et avec, au fond, beaucoup d'humour. Elle a un formidable sens de l'humour. Elle aime beaucoup rire. Et plus encore, si c'est à ses dépens. In tomorrow's world, we must all work together as hard as ever if we are truly to be United Nations. It takes 60 minutes to cross the Irish Sea. It took the British monarchy a century. En raison des conflits avec les Irlandais qui ont commencé dans les années 1920, il n'y avait plus eu de visite royale en Irlande depuis 100 ans. La dernière fois, c'était le grand-père d'Elisabeth II, George V, en 1911. Suitably dressed in emerald green, the Queen took an historic step into the Republic. Elle portait une robe et un chapeau d'un vert irlandais. C'était vraiment un geste de réconciliation avec l'Irlande. Elle a déposé une gerbe en mémoire des combattants républicains. C'était un moment symbolique très fort, soigneusement équilibré, alors même que son oncle avait été assassiné par l'armée républicaine irlandaise.
Elle avait été elle-même physiquement menacée par l'IRA. Et elle est allée en Irlande s'excuser en parlant irlandais. It is a sad and regrettable reality that through the history our islands have experienced more than their fair share of heartache, turbulence and loss. We can never forget those who have died or been injured and their families. To all those who have suffered as a consequence of our troubled past, I extend my sincere thoughts and deep sympathy. Elle a été très forte face au problème entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. To the President and the people of Ireland. Et elle a cette puissance fédératrice unique au monde. Alors au moment même où on aurait pu penser qu'elle allait devenir moins pertinente, moins en phase avec son peuple, elle passe très bien le cap de la vieillesse. Plus elle vieillit, plus elle devient une icône. Même ce qu'on considérait comme ringard, à savoir ses couleurs très pastel, ses bibis improbables, son petit sac à main dont elle a des centaines d'exemplaires, ses chaussures vernies, tout ça sont devenus des objets de mode. Non seulement Elisabeth II est devenue une icône de mode, mais en plus, on voit dans ce qu'elle porte, on essaie de voir des messages politiques. Historiquement, les monarques ont utilisé les bijoux, la couleur de leurs vêtements, comme autant de symboles codés. Et bien sûr, la reine connaît très bien son histoire. Mr. Speaker, the Queen commands this honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers. En juin 2017, la reine Elisabeth II ouvre la session parlementaire en plein débat sur le Brexit. Les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne, il y a eu des élections anticipées. Et en fait, pour cette session parlementaire, on n'a pas eu le temps de déployer tout le faste habituel. C'est-à-dire qu'au lieu de la couronne, du grand manteau d'hermine, la reine Elisabeth II vient en civil, en manteau et tailleur. Quand le monde découvre la tenue d'Elisabeth II, et notamment ce chapeau, tout le monde se dit c'est pas possible. Elle porte sur la tête le drapeau européen. Et l'opinion publique se dit, mais la reine est anti-Brexit finalement. Pour la première fois, elle donne son avis, elle donne ses opinions politiques comme ça. My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. Elle a connu la création de l'Union européenne et l'adhésion de la Grande-Bretagne depuis le 1er janvier 1973. Donc, il faut possible que la reine soit contre le Brexit et elle ne dira jamais texto je suis pour, je suis contre, c'est pas son rôle. D'autres sources disent que secrètement la reine est pro-Brexit. Alors qui sait? My government will seek to maintain a deep and special partnership with the European allies. On ne sait pas, mais c'était quand même un chapeau bleu avec des fleurs jaunes. Ça ressemble tout à fait au drapeau européen pour moi. Elle a connu tous les présidents français depuis Vincent Auriol jusqu'à Emmanuel Macron, tous les présidents américains, Kennedy, Nixon, Ford, Obama, etc. Donc Nelson Mandela, enfin Khrushchev, elle a connu tous les chefs d'État du monde. Donc elle savait déjà que Donald Trump, c'était un peu un cas à part. Évidemment, Donald Trump, il avait une seule envie, c'était de rencontrer la reine d'Angleterre, parce que ça faisait très chic pour lui d'être vu en compagnie de cette femme, parce que tout le monde a envie de se clicher avec la reine. Trump est arrivé, il inspectait les troupes.
Et probablement de manière délibérée, il a foncé devant la reine. Donald Trump a complètement snobé le protocole imposé par la famille royale et par Buckingham Palace. Il a marché devant la reine. Alors là, ça se fait absolument pas. Et la reine, du haut de ses 94 ans, a fait une accélération, on l'a vu. Elle l'a contourné pour repasser devant lui. On s'est dit, c'est notre reine. Elle est repassée devant lui. Pourtant, personne n'a pu dire que c'était grossier. Et je pense que plus qu'autre chose, soit dans la musée, parce qu'elle dit, on a encore quelqu'un qui est inculte et qui est mal élevé. Mais elle fait le job et il est juste totalement sous le charme de cette femme. We met with the Queen, who is absolutely a terrific person. And I think the relationship, I can truly say, is a good one. But she was very, very inspiring indeed. La reine d'Angleterre en a connu des dictateurs, des autocrates ou des présidents américains, voire français, originaux. Comme elle le dit, recevoir des personnages peu recommandables demande un peu plus de doigté que d'habitude. On n'entre pas comme ça dans la famille royale. Bien sûr, il faut l'approbation de la reine. C'est l'étape obligée. Meghan Markle, elle a un profil complètement atypique pour les Windsor. C'est une comédienne américaine, divorcée, métisse. C'était quelque chose qui était impensable et impossible. La reine Elisabeth était jeune. Édouard VIII avait abdiqué parce qu'il ne pouvait pas épouser Wallis Simpson, la divorcée. Dans les années 50, la propre sœur d'Elisabeth II, la princesse Margaret, n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait parce qu'il était divorcé. Et puis, la famille royale n'est pas diverse. Le palais est une institution blanche, anglo-saxonne et protestante, comme il l'était sous George VI. Tout l'entourage du palais, dames de compagnie, prêtres, conseillers, généraux, sont tous blancs. La reine n'a eu son premier écuyer noir qu'en 2017. La reine n'existe pas hors de la société. Elle doit représenter la société de son pays telle qu'elle est et évolue. Alors bien sûr, elle a dû s'adapter. Le mariage de Meghan et de Harry a été un événement extraordinaire. Il y a eu les gospels, c'était toute la société multiculturelle internationale. La reine a accueilli Meghan les bras ouverts. Elle a vu l'extraordinaire potentiel de modernité et de communication que représentait cette jeune femme qui intègre la famille la plus traditionnelle qui soit. La reine Elisabeth a voulu envoyer très tôt des messages forts en emmenant Meghan dans une première mission officielle en tandem avec elle, quelques semaines simplement après son mariage, alors qu'il faut voir qu'une Kate a dû attendre des années avant d'être en duo simplement avec la reine. Et puis Meghan a implosé en vol. Meghan avait des attentes liées au star system hollywoodien. Elle était frustrée. Elle s'attendait à être la princesse et la vedette permanente. Mais elle a dû partager la lumière. Or, à Hollywood, on ne partage pas la lumière. Mais dans le système britannique de la monarchie, ils ont beau être célèbres, ils restent plus bas dans l'ordre hiérarchique. Et il y a eu le départ, le très bruyant départ, de Harry et Meghan des cercles royaux. C'est la reine qui demande à Harry de partir parce que les membres de la famille doivent obéir à la monarchie. S'ils n'obéissent pas, eh bien, c'est la monarchie
qui a priorité. Harry est devenu un problème car c'est une bombe à retardement. Il a quitté le refuge du palais et il est parti en Amérique. Il a une femme ambitieuse, il est de sang royal et il a la capacité de causer d'énormes dégâts à l'institution, comme l'avait fait Diana, et en remontant plus loin dans le passé, comme l'avait fait Édouard VIII. Cette reine a toujours été prête à faire tout ce qu'il fallait, quoi qu'il en coûte. Quand elle réalise que le changement est nécessaire, elle s'y plie. Harry et Meghan sont partis, mais il y a encore plus grave et pire qui attend la reine. Andrew a vraiment été le talon d'Achille de la reine Elisabeth. Le prince Andrew est le fils favori de la reine Elisabeth II. Elle a une relation extrêmement affectueuse avec son fils chéri, qui a, en d'autres temps, été un héros de la guerre des Malouines, un garçon qui était le célibataire le plus convoité du royaume et qui n'a cessé depuis, finalement, d'aller de scandale en scandale. Le prince Andrew se trouve associé à un pédophile condamné. Et lui-même est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une fille mineure. Il est non seulement mis en cause pour ses relations avec Epstein, qui a été condamné pour pédophilie, pour trafic de mineurs, pour des faits franchement absolument épouvantables. Et le prince Andrew est très rapidement accusé lui-même d'avoir abusé d'une jeune fille mineure de 17 ans à 3 reprises, Virginia Giuffre, qui demande réparation. C'est à peu près la pire chose qui pouvait arriver à la monarchie. Dans la balance, elle avait d'un côté son fils, de l'autre son rôle de chef d'État. Et bien sûr, en plus de tout cela, il y a le drame personnel pour la reine de la mort du prince Philippe. Elle a peut-être un peu trop tardé finalement à agir parce que les premières accusations arrivent en 2019 et ce n'est que en 2022 qu'elle prend position extrêmement clairement. Avec l'approbation et l'accord de la reine, le duc d'York est déchu de tous ses titres honorifiques militaires et de ses patronages. Le duc d'York n'assumera plus aucune fonction publique et se défendra dans cette affaire en tant que citoyen privé. La reine l'a dépouillé de tout. Il a cessé d'être un membre actif de la famille royale. Il a été déchu de tous ses titres militaires. Cette vie de devoir a impliqué des décisions difficiles pour la reine, personnellement. Le mot d'ordre de la dynastie Windsor est la survie. Et la reine a bien l'intention de transmettre la couronne à sa descendance. Le pays tout entier, le monde entier, était effrayé pendant ces premiers mois de la pandémie et du confinement. On ne savait rien du Covid. On avançait à tâtons, dans le brouillard, pour tenter d'y faire face. Et la reine, qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale et le bombardement de Londres, a su trouver les mots d'apaisement et de réconfort. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. Elle a très consciemment évoqué le passé. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Nous nous retrouverons.
Les gens ont repris courage et confiance grâce à cela, sentant que la reine était dans le même bateau qu'eux. Elle a très consciemment invoqué son image et son pouvoir comme symbole de continuité. Et je crois qu'Élisabeth II est exactement cela. Elle a compris qu'en ces temps de crise, la royauté jouait son rôle essentiel, qui est d'être un point fixe dans la tourmente, que d'être le roc qui était là pour rassurer les sujets et leur dire, elle qui a tout connu, nous nous retrouverons. C'est génial. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.